Ok, alors que ce soit le Refouach Lema, le Tinok ben Jessica Chayamushka, Chayagut Ninet bat Brigitte Esther, la jeune Yona ben Laura Lola, Hanaen Mazal bat Aviva, Inon Chai ben Ruti, Léon Nissim Le ben Paula Perel, et ça c'est Badou Lachem Touna Rokim Shalom, et pour les Lou Nishmat, El Gisèle bat Sarah Boujna. Ok. Alors d'abord Kol HaKavod aux organisateurs et à tous ceux qui font partie de cette très belle Keila et ceux qui sont là. Et quand tu m'as demandé de venir échanger avec vous, réfléchir un petit peu à la notion du couple, qui est un défi véritable de notre génération, parmi les grands défis, il m'a demandé un titre. Et comme il y avait un petit peu une kavana, une direction, alors j'ai réfléchi à ce titre et je vous demandais maintenant de me dire ce que vous en pensez de ce titre. Le couple, un esprit d'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire? Certainement que vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà entendu parler de ce que c'est qu'un esprit perso et un esprit d'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un esprit d'équipe? Travailler main dans la main. Pas quand elle est nida, hein. Juste quand elle n'est pas nida. Ok. C'est quoi? S'annuler pour que l'équipe gagne. S'annuler pour l'équipe gagne. L'amour. S'aimer. De quoi? S'aimer. Ça veut dire pour avoir un esprit d'équipe, il faut apprendre à s'aimer, quoi. Il ne faut pas garder la balle dans ses pieds, il faut envoyer la balle à son coéquipier, quoi. Partager. Ouais. Le sens du partage, le sens de la coopération. Est-ce que vous pensez que c'est assez représentatif de l'objectif d'un couple de dire d'avoir un esprit d'équipe? Est-ce que vous voyez dans ça des mots justes pour définir un des objectifs d'un couple? C'est pas une compétition sportive non plus. Comment? C'est pas une compétition sportive non plus. Esprit d'équipe, vous voyez dans ça une compétition sportive? Un peu. D'accord, vous avez autre chose peut-être à dire? Non, ça aide. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai réfléchi à ça. Effectivement, pas en termes uniquement sportifs, mais aussi, c'est vrai, parce que c'est un véritable défi que de savoir travailler en équipe, que ce soit dans le sport ou que ce soit même au travail. Dans n'importe quelle société, on parle d'un esprit d'équipe. On dit qu'un des postes les plus compliqués dans les seins des grandes sociétés, c'est la DRH. C'est la direction de responsabilité des ressources humaines. C'est pas du tout évident de gérer l'humain. C'est plus compliqué à gérer l'humain. La machine est bien plus facile à gérer que l'humain. Et les relations humaines. Et donc je commencerai par une petite histoire. Parce que c'est important de commencer par une petite histoire que vous connaissez peut-être. Ça se passait, je crois, à Bnei Brak. Et il y avait comme ça un kollel, ça veut dire un centre d'études. Et il y avait des kollelman, c'est-à-dire des personnes qui se donnent à l'étude de la Torah du matin au soir. Et il y avait parmi eux une personne qui se devait de montrer l'exemple. Pourquoi? Parce qu'il n'était autre que le petit-fils du Chafetz Chaim. Et donc évidemment, quand on est le petit-fils d'un tzaddik comme le Chafetz Chaim, alors on porte lourd sur les épaules. Et voilà que pendant un laps de temps donné, il s'est retrouvé à arriver tous les matins en retard au kollel. Tous les matins, il arrive en retard. Alors le Rosh Kollel, il a été obligé de le convoquer. Il lui a dit, écoute, c'est compliqué, tu sais que Shmirat Asdarim, ça veut dire faire attention à arriver à l'heure, c'est une chose qui est vraiment très très importante. Et d'autant plus que tu représentes une éthique, tu représentes une image de ton grand-père. Ça se fait pas, quoi, c'est honteux. Et lui, il lui dit, vous avez raison, mais tous les matins, quand je me réveille, je sors de chez moi et je rencontre une femme qui se retrouve avec 5 enfants complètement débordés. Et la peau me fait tellement de peine que je m'arrête sur la route et je l'aide, quoi. Le petit déjeuner, les cartables, les sacs.
Vous savez, en Israël, c'est même les repas du midi, il faut que la maman les prépare le matin, les sandwichs. Elle dit, il y a tellement que je ne peux pas l'avoir comme ça. Alors le Rosh Kollel dit, waouh, Mechila, de t'avoir jugé mal, d'avoir tout de suite émis un jugement avant de te poser la question. Et ça aussi, on doit apprendre que jamais on doit émettre un jugement sans avoir posé la question au préalable. Et ça nous arrive souvent de tirer des conclusions trop hâtives et de ne pas poser des questions. Et il lui a dit, je m'excuse d'avoir jugé hâtivement. Et cette femme, c'est quoi? C'est une nietoma, c'est une almana, c'est une femme veuve, elle a perdu son mari. Il lui a dit, non, j'attends juste pas que ma femme elle devienne veuve avant de pouvoir l'aider. Il ne faut pas que ce soit qu'une veuve pour aider ma femme. Ça veut dire, dès que c'est une almana, dès que c'est une veuve, bien sûr, c'est pris comme un kol hakavod, c'est pris comme un waouh, comme extraordinaire d'aider l'autre. C'est toujours noble, c'est toujours brillant d'aller aider à l'extérieur. Mais des fois, d'aider sa femme, c'est moins joli, ça fait moins flashy, c'est moins extraordinaire. Alors, je ne dis pas qu'il faut arriver en retard, bien sûr qu'il faut arriver à l'heure. Mais on va le voir, parce que chacun son rôle, chacun sa mission, et c'est comme ça qu'on y arrive. Mais il y a aussi le fait de savoir qu'à des moments particuliers où l'autre il a vraiment besoin de nous, eh bien il faut savoir s'effacer, il faut savoir laisser la place à l'autre, il faut savoir se dire qu'il y a des moments particuliers, et ces moments particuliers, eh bien il faut être présent. Et ça, que ce soit du côté de l'homme vis-à-vis de la femme, ou de la femme vis-à-vis de l'homme, on en parlera. Donc ça, c'était déjà la première Nikuda. Donc comprendre que c'est toujours plus beau, et je sais que vous le savez, mais c'est toujours plus gratifiant d'aider l'extérieur que d'aider l'intérieur. Ça fait toujours plus yafé, quoi, avec toute la WhatsApp et compagnie, et passer sur Facebook, parce qu'il a aidé une grand-mère à traverser alors qu'elle était aveugle et qu'après il lui a fait les courses, c'est extraordinaire. Mais quand c'est sa propre grand-mère, on ne va pas le mettre sur Facebook, mais peut-être que pour Akadosh Baruch Hu, ça compte plus quand tu vas voir sa propre grand-mère, même si ça brille moins. Donc ça, c'est déjà la première Nekuda, qu'on va revoir après. Alors vous savez, en Israël aujourd'hui, ils emploient un terme qui n'est pas le terme de la Torah quand on parle de couple. Ils emploient le terme de Zugiyut. Peut-être vous connaissez. Zugiyut, ça veut dire un couple. Mais nous, dans la Torah, on n'emploie pas ce terme de Zugiyut plus, on emploie le terme de Nisuin, le mariage. Et quand on regarde la différence qu'il y a entre le mot Zugiyut et Nisuin, on va comprendre un petit peu de quoi il en ressort, il en retourne. Zugiyut, ça voudrait dire un zoug. Zoug, c'est un couple. Zugiyut, ça voudrait dire on est deux à porter la charge. On est deux et on doit porter la charge à deux. Et on doit profiter aussi à deux. Mais on est deux, 50-50. Ça veut dire quand je fais la vaisselle, toi tu ranges la vaisselle. Quand je fais le parterre, toi tu fais la moitié de la cuisine et moi je fais la moitié de la cuisine. Aujourd'hui les femmes ça bosse. Donc vous amenez la parnassa pareil, il n'y a pas de raison. J'amène 3000, 3000. Tu vas travailler, tu veux que je t'aide à la maison, tu vas m'aider à amener la parnassa. C'est pas tout et rien. Tu veux que je t'aide à la maison et qu'en plus j'emmène toute la parnassa. Eh ben non, on fait tout 50-50. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça c'est Zugiyut. Zugiyut, c'est le rouar d'aujourd'hui de se dire, eh ben hommes et femmes c'est pareil, donc c'est pareil dans tous les sens. Ça c'est Zugiyut. Mais c'est pas bon. Et vous allez comprendre pourquoi c'est pas bon. Parce que quand on comprend le mot Nisuin, Nisuin, qu'est-ce que ça veut dire? Nisuin, c'est Milachon Naso, qui veut dire quoi? Qui veut dire porter. Nisuin, ça veut dire que chacun, il va porter l'autre. Que ça change. C'est quoi l'union? C'est que quand on parle de Nisuim, de porter l'autre, on est en train de dire que c'est pas du tout 50-50 dans chaque domaine. C'est que chacun est habilité à réaliser une tâche plus facilement que l'autre. Dans un couple, il y a une femme qui va avoir une facilité, je sais pas, à s'occuper des enfants plus que le mari. Le mari va avoir une facilité, on va dire, de gagner la parnassa plus que la femme. Eh bien, la Nisuin, c'est de dire, là où c'est facile pour moi, je travaille pour deux. Et là où c'est difficile pour moi, tu travailles pour deux. Vous comprenez la nuance? Dans Zugiyut, il faut que tu fasses la même chose que moi. Il faut qu'on soit 50-50 partout. Mais c'est pas intelligent. Parce que s'il y a des domaines où je suis plus expert, et toi tu as des domaines où c'est plus difficile pour toi, si je te demande 50-50, eh ben on va être défavorisé. Sauf kol sauf. Donc bien connaître sa place et bien connaître ses avantages. Vous savez qu'en Égypte, quand on parlait d'avodat parer, un travail laborieux, c'était quoi un travail laborieux? C'était qu'on donnait le travail des femmes aux hommes et le travail des hommes aux femmes. Pour un homme, le travail d'une femme, c'est olam. Vous lui demandez de changer une couche, c'est un monde. C'est un monde. C'est un monde. Et je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'en général, pour un homme, s'occuper, je ne sais pas, de faire le nettoyage de la maison ou de s'occuper de la maison, c'est très difficile. Et il y a d'autres choses pour une femme, je ne sais pas, changer des lampes, aller regarder le tableau d'électricité. Pour un homme, c'est tchic-tchac. Pour une femme, c'est très difficile.
C'est des exemples simples que je vous donne. Mais après, évidemment que ça s'adapte dans chaque couple. Il y a des couples pour lesquels c'est un petit peu différent. Il y a des modifications, etc. Là, je parle de généralité. Et évidemment que dans chaque couple, tout est différent. Mais concrètement, la différence entre Zougi ou Tenniswin, qui est un point très important, c'est que j'ai compris que je dois être honnête et sincère. Et que les domaines dans lesquels c'est facile pour moi, eh ben, je dois porter la charge des deux. Moi, ça ne me dérange pas de me lever la nuit et de faire les biberons petits. Je suis quelqu'un qui n'est pas dérangé. Si je me lève dans la nuit, je me rendors facile. Je sais que ma femme, c'est énorme pour elle de se rendormir. Eh ben, je n'ai pas à dire, non, ben non, tu te lèves toi, voilà, en plus, toi, demain, tu ne travailles pas. Non, je me lève. Parce que pour moi, je peux me rendormir. Donc, quand je parle d'esprit d'équipe, c'est pnimi, c'est profond. C'est pas juste superficiel, on fait pareil 50-50. C'est pas ça, Niswin. Niswin, c'est pas vouloir rendre tout le monde pareil et avoir la même tâche. Niswin, c'est véritablement avoir le souci de la réussite commune en se disant, là où moi j'ai des facilités, des aptitudes, eh ben je vais l'offrir à l'autre cette facilité, cette aptitude. Voilà en quoi on nous parle de Niswin. D'ailleurs, quand vous regardez la Gemara dans Sota, le Talmud dans Sota, il nous dit que on a cherché à évaluer combien pesait cette grappe de raisin. Il y avait une grappe de raisin que les explorateurs ils ont portée parmi les autres fruits qu'ils ont amenés, vous savez, d'Eretz Israël. Elle était très lourde, cette grappe de raisin. Puis la Gemara demande, ok, mais comment on va mesurer son poids? Et en fonction du nombre de personnes qui portaient cette grappe de raisin, ils ont évalué combien la grappe de raisin pesait. Et la Gemara a de conclure qu'une personne seule, écoutez bien, n'est capable en réalité que du tiers de sa réelle capacité. Je répète, une personne seule n'est capable que du tiers de sa capacité. C'est-à-dire que si par exemple, moi tout seul, j'arrive à lever une table de 100 kilos, à deux, on arrive à porter une table de combien de kilos? Ne vous plantez pas, c'est honteux après. Je plaisante. Moi tout seul, je peux peser 100 kilos. On est deux, à combien on peut peser la table? 600. Pourquoi 600? Parce que on est chacun en vérité seul que le tiers de notre propre capacité. Donc si moi je peux porter 100 et que l'autre il peut porter aussi 100, parce que moi tout seul je peux porter 100, l'autre il peut porter 100, à deux on va porter combien? On va porter 600. 300 chacun. Et c'est fact, c'est scientifique ça veut dire. Ça veut dire qu'en réalité quand on est deux, on est capable de 3 fois plus chacun. Ça veut dire que quand on travaille ensemble, vous parlez de main dans la main, quand on travaille vraiment ensemble, et on a cet esprit d'équipe, alors ça s'inscrit complètement dans ce process qu'on est en train d'expliquer. On est en train de dire qu'on n'est pas dans la Zougiout ou dans le Nisouin. On n'est pas là pour dire, moi je veux voir que tu fais comme moi. Parce que dans tel domaine je fais plus que toi, mais parce que je suis meilleur que toi et c'est plus facile pour moi. Et dans tel domaine tu fais plus que moi. Mais maintenant sache que grâce à ça qu'on est deux, on va faire 3 fois plus. Chacun. Donc on va en réalité optimiser et développer son potentiel énormément. Et c'est bien ça le but. À condition, encore une fois, d'avoir cet esprit de faire les choses ensemble. Quand je vous dis de faire les choses ensemble, lorsque je forme des khatanim et des calottes au mariage, quand je les prends, enfin je ne fais pas les khatanim, mais je les prends en général avant le mariage une fois ensemble, je leur dis, vous savez, dans certaines maisons, il y a à l'entrée de la maison ce qu'on appelle un vide-poche. Vous savez, des petites corbeilles en osier comme ça, pour pas garder toutes les clés, que ça déforme les poches, enlever tous les billets qu'il y a derrière. Enfin, moi, c'est plus les cartes bleues aujourd'hui, mais bon, tout ce qu'il y a dans la poche partout, on vide. On ne cherche pas les clés, où sont mes clés, où sont les trucs, où t'as mis ça? Un vide-poche. Et je leur dis, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'un couple, c'est un vide-poche. C'est cette petite corbeille en osier qui est à l'entrée de la maison. Le principe, c'est de mettre tout en commun. Tout en commun. Lorsqu'un couple il vient me voir qu'il y a des problèmes de couple, une des premières questions que je leur pose, c'est est-ce que vous avez 2 comptes en banque ou 1 compte en banque? Et c'est clair, et c'est pas de moi. Il est évident que l'argent, c'est du pouvoir. Lorsqu'il y a séparation de pouvoir, séparation de biens, il y a évidemment une personnalisation qui va forcément, à un moment ou à un autre, créer une identification séparative l'une de l'autre qui aura un dommage, quoi qu'il arrive. L'argent est très représentatif. Je n'ai pas dit que c'était l'argent qui était le plus important, mais je dis qu'il est très représentatif du pouvoir. Moi, je paye ça, lui, il paye ça. Vous êtes où, là?
Donc, le point du vide-poche, c'est quoi? C'est que ce que le mari ramène à la maison comme parnassa, ou que la femme amène ça arrive aujourd'hui que la femme gagne plus d'argent que le mari. Mais c'est ensemble. Il y a plus de propriété personnelle. Il y a de la réalisation personnelle. Je ne parle pas de fusion, où on ne peut plus vivre sans l'autre, et de dépendance émotionnelle, où je ne peux rien faire sans l'autre et l'autre ne peut rien faire sans moi. Non, non. Chacun, il doit réussir à s'épanouir, il doit réussir à produire. Mais une fois qu'il a produit, une fois qu'il a réussi, c'est ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a plus deux jeux, mais il y a un nous. Il n'y a plus mes parents et tes parents, il y a nos parents. Et c'est une chose que je leur explique bien clairement. Je leur dis à partir de maintenant, vous n'avez plus un papa, vous avez deux papas. Seulement votre papa, il a des défauts. Mais vous les acceptez. Ben, vous allez accepter les défauts du beau papa. Et la maman, elle a des défauts. Votre maman a bien des défauts. Et ben, vous allez accepter les défauts de la belle maman. Et la seule différence, c'est que vous avez le droit de parler de temps en temps mal de vos parents quand ça vous fait mal, mais vous n'avez jamais le droit de parler de vos parents. Et ça, réciproquement. Vous comprenez? Parce que parfois, on a le droit, quand ça nous fait mal, etc. C'est pas dans Guéder la Shonara. Quand on a une souffrance, etc., on peut en parler, pas pour dire du mal, mais pour Da'aga Belavi Shichena, quand on parle d'un souci, alors on s'en libère, on allège ce souci, pour trouver une solution. Vous comprenez? Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir la mentale, il n'y a plus de jeu, mais il y a un nous. On remplace le je par le nous, par le on. Donc on a nos parents multipliés par deux, on a notre argent multiplié par deux, on a notre maison multipliée par deux. C'est vraiment un état d'esprit. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Surtout quand on a des systèmes qui sont différents. Surtout quand on a des priorités qui sont différentes. Surtout quand on a des valeurs qui sont différentes. C'est-à-dire que sur une échelle de valeurs, eh bien l'un, par exemple, il va placer les vacances tout en haut, et l'autre, il va placer l'achat de la maison tout en haut. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? On a gagné de l'argent, mais c'est les vacances qui priment ou c'est l'achat de la maison? Ah, c'est compliqué quand les valeurs, elles s'affrontent. Quand on a des visions différentes. Quand le plus important pour toi, c'est... je sais pas, le plus important pour toi, c'est que les enfants, ils aillent 8h30 au lit. Et pour le plus important pour moi, c'est il y a ma soeur qui vient d'Israël. Je suis désolé, mais les enfants, ils n'ont pas 8h30 au lit. Oui, mais les enfants doivent être réglés. Oui, mais d'un autre côté, moi, j'ai un problème. C'est que moi et mes parents, même ma soeur n'est pas toujours là. Donc, je veux que ma soeur, que mes enfants profitent de ma soeur. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes éducations, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même vision des choses. Et accepter de faire exister le système qui n'est pas le nôtre, moi je dis que c'est ça le vrai Ve'aftal Kamocha. Le vrai Ve'aftal Kamocha, le vrai et tu aimeras ton prochain comme toi-même, existe essentiellement dans le couple. Parce qu'avec qui on doit aimer l'autre comme soi-même? À qui vous aimez l'autre comme soi-même? À qui vous allez gagner 3 000 € par mois, vous allez donner 1 500 € à un pauvre dans la rue? Alvaï? Vous allez donner la moitié de votre maison à un pauvre? À qui vous donnez la moitié de votre maison? À votre conjoint. À qui vous donnez votre moitié de la salle de bain? À votre conjoint. À qui vous donnez la moitié de la chambre? À votre conjoint. Est-ce que vous comprenez? La seule personne avec qui on doit faire les Ve'aftal, les Re'acha Kamocha, pour de vrai. Ça, bien sûr qu'on doit travailler sur son amour du prochain avec chacun, et qu'on doit aimer chaque juif, et qu'on doit le voir, etc. Mais celui qu'on ne connaît pas, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas travailler, et qu'on ne doit pas avancer dans ce principe de vraiment avoir du souci pour l'autre, avoir patiut azulat. Mais si vous voulez, le siach lemut, la véritable révélation du Ve'aftal Kamocha, comment je sais si vraiment j'aime l'autre comme moi-même, c'est est-ce que je lui fais la même place à la maison que je me fais moi-même? Et je ne fais pas que la maison. Est-ce que je fais la même place à son besoin qu'à mon propre besoin? On parlera après de besoin. Et je parle de besoin émotionnel. C'est pas du tout évident d'arriver à avoir le souci du besoin émotionnel de l'autre autant que son souci. Parce que jusqu'au mariage, ou en tout cas jusqu'à penser mariage, jusqu'à penser état d'esprit, mon principal souci, c'est de nourrir mes besoins émotionnels. Mais voilà que parfois, mes besoins émotionnels, on va dire, comment ils se confrontent aux besoins émotionnels de l'autre. Et c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi de laisser de la place à l'autre. C'est pour ça que, quand on parle de ce vide-poche, c'est travailler sur une nouvelle mentalité et comprendre que Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il attend de nous. Quand il dit Ish veisha zachu shrena shruya benehem, si un homme et une femme ils sont méritants, alors ils auront la shrena qui les accompagnera, c'est véritablement vaillou le basar rad, c'est de réussir à faire une seule chair. C'est de réussir, et c'est comme ça qu'on fait venir la divinité sur terre, c'est par justement cette unité, cette ardout, ce qu'on appelle les Rudzun. Cette unité du masculin et du féminin, qui est très difficile à associer. D'ailleurs, sachez que Rabbi Lubavitch explique que si aujourd'hui le Shalom Bayit est très très difficile, c'est parce qu'en réalité, spirituellement, on est vraiment à quelques, je sais pas, un temps très court de l'avenue du Mashiach,
Et que sur la du Mashiach, on nous dit qu'il va se passer le Yehudzun, l'unité entre le masculin et le féminin. Le masculin étant Dieu, le féminin étant l'homme. Donc en vérité, il va se passer le mariage. Et donc, comme il y a ce mariage qui se prépare, comme avant un mariage, il y a toujours beaucoup de bagarres, beaucoup de yetzerara. Ça, c'est la raison que Rabbi explique pourquoi après, il y a des phénomènes sociaux et actuels. Par exemple, ce magnifique téléphone qui va faire beaucoup de friction, on va en parler après. Combien de temps on passe, on parle avec les copines, avec les copains, on s'oublie, etc. Mais il y a plein on va dire, de raisons sociales qu'on va expliquer. La société de consommation, comme ce vieux couple qui avait 50 ans de mariage, on leur a dit, mais comment vous tenez 50 ans de mariage? Ah ben, ils ont dit, nous, à l'époque, quand on cassait un verre ou quand on cassait un objet, on le réparait. Aujourd'hui, on boit une fois et on jette. Hein, c'est quand ça se casse, on jette. Et c'est tout khatpahami aujourd'hui. C'est la consommation. Mais tout ça, c'est qu'en vérité, ce sont des appareils, des couvertures sur un problème beaucoup plus pimi, beaucoup plus profond, qui est ce Yehudzun, cette unité entre le masculin et le féminin. Et c'est bien ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on fasse véritablement un travail qui va amener justement à ce Avat Israël, à ce vrai Avat Israël de Ve'afta l'erecha kamocha dans tous les domaines. Voilà pourquoi je leur dis, la première chose, c'est le vide-poche. Pensez, vide-poche. Tu as une réussite dans la journée, c'est pas ta réussite, c'est votre réussite. Tu as eu un diplôme? Ne commence pas à lui dire, à lui ou elle, ouais, j'ai un diplôme, et moi j'ai fini, et toi tu avais des études. J'avais un couple comme ça il y a peu de temps. Elle dit, mais qu'est-ce que tu parles des enfants? Et que toi tu es en train de me dire que les enfants, c'est comme ça qu'il faut les éduquer alors que tu n'as même pas fini tes études, et que moi je suis en dentaire, et j'ai fini, et je suis retourné dentaire. Je suis pauvre. On est ensemble, on met tout en commun. On met nos réussites en commun, on met nos échecs en commun. Et quand l'autre il a raté, c'est pas il a raté, c'est on a raté. Et on est solidaire. Mais ça, il faut y arriver. Surtout quand tu sais que l'autre, il a des difficultés que tu n'as pas. Par exemple, il a raté quelque chose ou il a raté son train. Et tu sais qu'à chaque fois, il arrive en retard. Toujours, il se met en retard. Et ça te monte les nerfs au bout de toi-même de savoir que ici, il serait parti plus tôt. Comme tu lui as dit, il n'aurait pas raté son train. Et maintenant, il a raté son train. Et quand il arrive et il dit, j'ai raté le train, surtout ne pas lui dire, bah ouais, je t'avais dit encore une fois, tu as raté le train, mais jamais tu vas changer. Non. On va trouver une solution pour que, merci Hachem, tu rates plus ton train, on est ensemble. C'est une galère qu'on a en commun. Nos réussites, on les partage. Nos galères, on les partage. Et donc, le mot essentiel, c'est le couple. C'est pas ou, mais et. C'est pas ou toi ou moi, mais et toi et moi. On est ensemble. C'est la conjonction de coordination. C'est le vav achibour. C'est et toi et moi. Ish ve isha zachu. À tel point que pour réussir cela, ben, par nature, un homme, il a ce qu'on appelle avatat-smith, un amour-propre. Donc il va falloir, pour réussir à quelque part se défaire de son amour-propre, mettre l'autre en avant par rapport à soi. Comme naturellement, j'ai tendance à me faire passer d'abord, alors il faut que, pour trouver l'équilibre, il faut que je fasse un contrepoids où je fais passer l'autre d'abord. Et c'est pour ça que la Gemara, par exemple, elle dit la Gemara que le lendemain d'un mariage, ça fait un petit peu poussé comme ça, mais vous allez comprendre le sens. Le lendemain du mariage, on posait la question au Khatan. On disait alors, Matzah ou Motze? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux versets qui parlent de la femme. Il y en a un qui dit Matzah Isha Matzatov. J'ai trouvé la femme, j'ai trouvé le bien. Et il y a un autre verset qui dit quoi? Motze Isha, Matzah Isha Matzatov. J'ai trouvé une femme, j'ai trouvé le bien. Et le deuxième, c'est Motse Animar Mavet Matsaïcha. J'ai trouvé plus amer que la mort, j'ai trouvé une femme. J'ai trouvé plus amer que la mort, j'ai trouvé une femme. Et l'autre, c'est Matsaïcha Matsatov. J'ai trouvé une femme, j'ai trouvé le bien. Alors, le lendemain du mariage, on allait voir le Khatam, on nous dit alors, Matsa ou Motse? C'est l'enfer ou c'est le paradis? Est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? Et quand vous regardez bien les phrases, vous allez voir que dans Matsa Isha Matsatov, Matsa, ça veut dire trouver. Celui qui se marie pour trouver une femme, ça veut dire pour chercher la femme, alors il trouvera du tov. Motse Ani. Mais celui qui va pour chercher son Ani, Motse Ani, alors il trouvera plus sa mère que la mort. Ça veut dire que tu vas chercher qui quand tu vas chercher l'autre? Tu vas chercher toi ou tu vas chercher l'autre? Tu vas pour prendre ou tu vas pour donner? Alors bien sûr qu'il faut de la réciprocité. Bien sûr qu'il faut du partage. Mais là, comme la nature et la tendance humaine, elle a plus cette fonction de se servir soi-même, il va falloir privilégier l'autre. Et se dire, je dois faire de la place à l'autre comme à moi-même. Et arriver donc à cette mentalité de se dire, comment je pourrais faire pour que ça ne soit pas ou toi ou moi, mais et toi et moi. Pour que quand il y a une difficulté, on va essayer de réfléchir à ça, et il y a une difficulté qui émane d'une différence, encore une fois, éducative, ou une différence de valeur, etc.,
c'est aussi important que tu sois nourri que je sois nourri. C'est aussi important pour moi de me soucier de ton bien-être que de mon bien-être. Et je veux pas que moi. Et attention, pas le contraire non plus. Je veux pas que toi. Parce que si je pense qu'à toi, parce que le ou, ça peut être aussi l'autre que l'autre, et penser qu'à l'autre. Alors là, on rentre dans un système très dangereux qui s'appelle l'apnée. Vous savez ce que c'est que l'apnée? On rentre sous l'eau, on bouche le nez, et c'est la cocotte minute. Vous savez ce qu'on va faire la cocotte minute? Au début, elle fait pas beaucoup de bruit, après, un jour, elle explose. Si on ne sait pas dire et on ne sait pas se respecter, alors l'autre ne nous respectera pas non plus. Si on ne sait pas non plus prendre notre place, c'est pas l'autre qui nous la donnera. Donc à nous de savoir prendre notre place, en sachant donner la place à l'autre, tout en étant conscient que je dois d'abord lui donner sa place à lui avant moi, parce que moi j'ai tendance à la prendre, mais sans m'oublier non plus. Est-ce que vous comprenez? Ok, on était chez tes parents cette fois-ci. Ah, mais cette fois-ci aussi on y va. D'accord, mais comprends que moi aussi j'ai besoin de la place. Et d'ailleurs, on va voir que c'est tout le défi, justement, de savoir ensemble respecter les besoins de l'autre. Donc tout ça, je pense que ça ne peut être véritablement vécu et acquis avec le temps que si je pense esprit de groupe. Je pense qu'on a un... Je veux que maintenant, j'ai compris que je dois penser à quelqu'un d'autre autant que je pense à moi. Que je dois me soucier de l'autre autant que je me soucie de moi. C'est une vraie avoda. C'est un vrai travail quand c'est Beplimut. Se soucier du bien-être de l'autre. Alors, quand on regarde évidemment la particularité de l'homme et de la femme, il y aurait beaucoup à dire, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui tellement. Mais vous savez, dans la différence qu'il y a entre le système de l'homme et de la femme, on dit généralement que la femme c'est l'intérieur et l'homme c'est l'extérieur. C'est le système. D'ailleurs, même physiquement parlant, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et même dans la reproduction qui va créer l'enfant, eh bien l'homme c'est lui qui va donner de l'extérieur à l'intérieur et la femme de l'intérieur, elle va développer les choses. Elle va comme une fleur s'ouvrir ou ouvrir le bébé. On a l'homme qui est le Yud et la femme qui est le He. Le Yud c'est la Chokhma, le He c'est Bina et le He qui est Bina c'est en vérité l'exploitation du Yud, le développement. C'est ça qu'un homme il donne une goutte, la femme elle prend cette goutte et elle va en faire des doigts, des mains, des pieds, des jambes. Elle ne sait pas, ça se fait tout seul. Mais on voit bien que dans le métabolisme et dans le système de la création, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en général, quand on se demande, tiens, mais c'est quoi Be'etzem la place de l'homme et la place de la femme? La place de l'homme, c'est tout ce qui est de l'extérieur vers l'intérieur. Et la place de la femme, c'est tout ce qui est à l'intérieur, utiliser cet intérieur, développer cet intérieur pour y amener le meilleur. Comme par exemple, celui qui doit faire les courses, c'est le mari. Et il va amener toute la nourriture à la maison, mais dans la nourriture, il y a de la viande, blik tam bereach, elle n'a pas de goût, elle n'a pas d'odeur. Il va amener des légumes, blik tam bereach. Qu'est-ce qu'elle va faire la femme? Oh, elle va faire son elle va faire sa bina. Elle va couper en petits morceaux, elle va tout découper, elle va faire cuire. Et qu'est-ce qui va sortir? Tam bereach, le goût et l'odeur. C'est elle qui va faire sortir qu'on a le gushmak, le plaisir, le kiff, tout ce qu'il y a dedans, mais qui est caché. Est-ce que vous comprenez? C'est l'homme, c'est dedans, mais c'est caché. Chez la femme, c'est l'exploitation. Et donc, c'est pour ça que quand on va devoir choisir les couleurs de la peinture de la maison, c'est la femme. Tout ce qui est intérieur, c'est la femme. Où on doit habiter, c'est la femme. Quelle couleur, les néons, c'est la femme. Ça veut dire que c'est elle qui doit être en première ligne. On dit que Ishto Zobeto, une femme, c'est la maison. Et on l'appelle comme ça dans la maison, dans la Gemara. Dans la Gemara, une femme, on l'appelle la maison. Parce que c'est elle qui est en vérité Kvod Batmel Erpnima. La femme, c'est toute la profondeur. C'est celle qui va révéler cette profondeur. Donc oui, c'est vrai que de façon globale, on va dire, le rôle du mari, c'est tout ce qui est de l'extérieur à l'intérieur. La parnassa, la halakha dit clair. Une femme n'a aucune obligation de travailler. Toute la achariout, toute la responsabilité et l'obligation de la parnassa à la maison, c'est que le mari. Quand la femme travaille, c'est ou parce qu'elle a envie, ou parce que c'est une tova qu'elle fait au mari. Mais elle n'a aucune itrayout. Elle n'a pas d'obligation. C'est le mari qui a l'obligation de parnassa. Pourquoi? Parce que ça vient de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur et qui doit aller à l'intérieur, c'est le mari. Pareil les sheifot. Pareil la shkafa. La vision générale, comment on doit penser, comment on doit gérer les choses, c'est le mari. Après la femme, c'est elle qui va intérioriser, qui va faire rentrer ça chez les enfants, qui va faire rentrer ça dans l'ambiance, dans l'atmosphère de la maison. Vous voyez bien, ça vous est peut-être arrivé d'être super bien accueilli dans une maison par un mari. Mais la femme, bof bof l'accueille. Ben, vous ne sentez pas bien.
Mais quand un mari il est un peu absent dans une maison, mais que la femme est super accueillante, on se sent super bien à la maison. Donc en réalité, à la maison, vous sentez bien que c'est la femme. Vous sentez bien que les fondations véritablement et que l'ambiance, elle tourne autour de la femme. Donc oui, chacun il a sa place. Chacun il a son rôle. On va parler aussi de la responsabilité de celui qui va ramener la Torah, qui va ramener le roi à la maison. Et ça, évidemment que c'est le mari. C'est le mari qui va amener ce roi, comme on va dans la parasha de cette semaine avec Yaakov, voilà, la semaine dernière. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas être hermétique. C'est comme on a raconté la première histoire sur le Chafetz Chaim. Comprenez bien. Chacun doit avoir sa place, mais chacun doit comprendre aussi qu'il doit savoir être une roue de secours pour l'autre. On ne doit pas être rigide, hermétique. Non, ça c'est ta place et ça c'est ma place. Donc je prends ma place et tu prends ta place. Non, tu es fatigué, je ne ferai pas à ta place la vaisselle. Non, je ne suis pas d'accord. Une fois, une personne est passée devant le rabbi et lui a dit est-ce que c'est vrai que de plier le talit Motzei Shabbat est une ségoula pour le Shalom Bayit? Il y a des livres qui écrivent comme ça, dans Piskei Teshuvot par exemple, c'est écrit. Est-ce que c'est vrai que de plier le talit à la fin de Shabbat, tout de suite dès que Shabbat sort, le plier bien, c'est une ségoula pour Shalom Bayit? Le rabbi a dit je ne sais pas, en tout cas ce que je sais, c'est que de retrousser les manches et de faire la vaisselle avec sa femme, c'est une ségoula pour Shalom Bayit. Ça veut dire que, bien sûr, qu'il ne faut pas non plus inverser les rôles. Parce que si vous avez la femme qui travaille toute la journée, qui fait le ménage, qui fait à manger, ou qui a une femme, parce qu'on va voir, qui fait je ne sais combien de tâches, et qu'en plus elle travaille, et que le mari, il ne travaille pas, et qu'il n'a pas le moral, et qu'il n'arrive pas à travailler, et qu'il laisse tout traîner les affaires, il y a un moment, la femme va se dire, qu'est-ce qui se passe ici? Et à l'inverse aussi avec le mari. Donc ça veut dire que, là on n'est pas en train de dire que la femme doit avoir toutes les tâches intérieures, et le mari toutes les tâches extérieures, on dit que la femme doit être responsable des tâches intérieures. Ça veut dire par exemple si elle veut prendre une femme de ménage, si elle veut être aidée, mais simcha. Mais c'est elle qui doit être la achari, ça veut dire la responsable. Pareil le mari, il a envie de faire des business et de prendre des employés, je sais pas quoi. C'est ma achariout, c'est ma responsabilité. Ça veut dire que c'est moi qui dois faire toutes les tâches. Mais ça veut dire que j'ai été fabriqué, comme on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de la nisouine et pas zougiout, on doit parler de nos aptitudes et de nos capacités qu'on doit mettre en commun. Eh bien, la capacité particulière de la femme, c'est de gérer l'intérieur, avec les enfants, etc. Et le mari, c'est l'extérieur. Ça ne veut pas dire que le mari ne doit pas s'occuper de l'intérieur. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas s'occuper. Et bien sûr qu'on doit savoir s'occuper de l'extérieur, en mode roue de secours. Quand la roue elle a crevé, quand la femme elle vient de se marier, quand la femme elle est crevée, elle vient de se marier, elle vient d'accoucher, ou alors il y a je sais pas, elle est fatiguée, épuisée, etc. Mais toute la ma'ala d'un mari, c'est hop, enfiler le tablier et dire je suis avec toi à 100%. Et la femme, c'est pareil. Il y a une difficulté dans la parnassa, et la femme, elle passe toute la journée à se balader, etc. Elle n'a pas de quoi ne pas travailler, elle va aider son mari. C'est un état d'esprit, c'est un mental. On travaille ensemble. On réussit ensemble. Et d'ailleurs, cette phrase, que aussi je dis à des jeunes couples, je leur dis, il y a une phrase que vous devez vous poser chaque jour comme question. Et quand ça ne va pas, je leur donne un exercice particulier. La phrase, elle est comme ça. Chaque jour, je dois me demander comment je pourrais contribuer au bien-être de l'autre, au point qu'il vive une vie meilleure que s'il était seul. Le but du mariage, c'est de contribuer au bien-être de l'autre. Pourquoi je me suis marié avec l'autre? Pourquoi je me suis marié avec lui? Et pourquoi il s'est marié avec moi? Alors quand ça ne va pas dans les couples, je fais ces exercices. Tous les jours, je leur demande, un jour sur deux, le mari, qui demande à sa femme, comment pourrais-je contribuer à ton bien-être aujourd'hui? Évidemment, sans imposer, en proposant. Imposer, c'est tuer. Proposer, c'est ouvrir. Donc jamais j'impose. Jamais on doit imposer. Mais quand le mari va demander à sa femme, comment pourrais-je contribuer à ton bien-être aujourd'hui? Et il peut refuser. Elle lui dit, il faut que tu refasses toute la peinture de la maison. Il dit, ça va pas être possible. Mais par contre, tu peux me demander autre chose. D'accord, alors fais les lits de la maison, parce que la femme de ménage, elle a planté. Ok, ça je peux le faire. Mais vous savez qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la sensation d'être soutenu. Il y a la sensation d'exister. Il y a la sensation d'être ensemble. C'est énorme. Je me rappelle d'un jour, j'avais fait un cours, et c'était des gens qui étaient, on va dire, lettrés, des scientifiques. Et puis après le cours qui a duré une demi-heure, il y a une femme qui est descendue et qui a parlé à ma femme, et qui lui a dit, mais qu'est-ce que votre mari a bien pu dire aux hommes? Alors ma femme m'a dit, je ne sais pas, pourquoi, de quoi vous parlez? Elle dit, parce que ça fait 25 ans qu'on est mariés, et jamais mon mari m'a posé cette question. Et là, il est monté dans la chambre, parce que c'était dans un hôtel, jamais il m'a posé cette question, et si vous saviez ce qu'elle m'a fait, cette question. Alors ma femme m'a dit, de quoi vous parlez? Alors elle lui a dit, mon mari, il est monté, et il m'a dit, dis-moi ma femme, comment tu te sens?
Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit comment tu te sens? Je dis mais qu'est-ce que t'as? Tu t'es jamais posé la question de comment je me sentais? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire cette idée que en dessous de nos actions, ça veut dire dans la kavana, dans l'intention de ce soutien, il y a quoi? Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que l'acte ou que l'action elle-même. Il y a la volonté de soutenir. La volonté, comme on l'a dit, nisouin, c'est porter. On doit se porter mutuellement. Quand l'un il est fatigué, il va porter l'autre. Et quand l'un il est fatigué, il est porté l'autre. Ou quand dans un domaine, il y en a un qui a plus de facilité. C'est une mentalité de nisouin. C'est un état d'esprit. On se porte ensemble. On a un vide-poche ensemble. On partage nos réussites ensemble. On partage nos difficultés. Tes difficultés, je ne te charge pas avec sur la tête et je ne suis pas en train de te critiquer, de te juger. Tu rates toujours le train, tu es toujours en retard, tu me fatigues. Non. Ensemble, c'est comme si moi, j'avais cette difficulté avec le temps, où je croyais que le temps était élastique. Et moi, je n'ai pas de difficulté avec le temps. Toi, tu as une difficulté avec le temps. On va réfléchir ensemble à trouver des solutions. On est ensemble pour trouver des solutions à tes problèmes. On est ensemble pour trouver des solutions à mes problèmes. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si vous décidiez de vous charger des problèmes de l'autre et que l'autre se chargeait de vos problèmes. Mais il n'y a pas que des problèmes dans la vie, grâce à Dieu. Il y a aussi des avantages. Donc tout ce que je peux faire pour contribuer au bien-être de l'autre, ben, je vais le faire. Mais je vous dis, ce petit exercice, il est extraordinaire. Quand c'est un peu difficile à la maison, je vous le dis, ou peut-être même pas attendre que c'est difficile, mais faites l'essai, une semaine. Décidez avec votre mari, votre femme, une semaine de faire cet essai. Vous allez voir comment ça va rajeunir votre couple. Vous allez voir comment ça va raviver cette flamme. Comment ça va vous faire prendre conscience qu'en vérité, eh ben, l'autre vraiment, il a envie de faire du bien. Mais seulement, on ne se donne même pas l'occasion de le faire. On n'est pas dans cette dynamique, on n'est pas dans cette systémie. Est-ce que vous comprenez? Mais arriver à se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour contribuer à ton bien-être aujourd'hui? Ah bah, tu sais, j'ai plus de parfum. Avec plaisir, je vais aller. Et la femme qui dit au mari, mais évidemment, il ne faut jamais que l'autre dise, ah ouais, t'as oublié de me demander aujourd'hui. Chacun à sa place. Et puis l'autre, il va demander, dis-moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour contribuer à ton bien-être? Ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement du bien d'entendre quelqu'un qui cherche à contribuer à notre bien-être. C'est tellement simple. Et c'est tellement que ça, le mariage. Non? C'est tellement que ça, l'objectif. On se complique tellement l'existence. C'est pas que ça, en vérité. Alors évidemment que c'est beaucoup plus complexe quand il y a les enfants, quand il y a la maison, quand il y a les tâches, quand il y a les difficultés, quand on est contrarié, quand on est fâché. Et juste avant de vous parler de ces situations un peu complexes à gérer, vous dire que dans ce même ordre d'idée de voir cet esprit d'équipe et de partager, là on va parler un peu plus général. Il n'y a pas que le couple, il y a les enfants, il y a la famille. Et grâce à Dieu, il y a toute une ambiance à la maison. Et cette ambiance, elle est très très importante. À tel point qu'à une occasion, bon, vous avez compris que je suis Lubavitch, donc je parle du rabbi, un jour le rabbi a dit à un couple, vous devez apprendre absolument à vous aimer. Parce que lorsqu'un couple s'aime, ils sont alors en mesure de donner tout leur amour à leurs enfants. Le tachlit, c'est d'aimer nos enfants. Le tachlit, le but, c'est que nos enfants aussi, ils se sentent bien, ils soient heureux, ils vivent épanouis bien dans la maison. Mais pour ça, ça va dépendre de quelque chose de fondamental. C'est avoir conscience de l'importance que revêt le climat et l'ambiance à la maison. C'est très, très important. Parce que sachez qu'il y a ce qu'on appelle en hébreu des atnayot, c'est-à-dire des conditionnements. Si un enfant, depuis petit, il a été habitué à aller à la choule, et qu'à chaque fois qu'il se levait en retard, il se recevait ou une tannée ou des hurlements. S'il arrivait à la choule, le petit ne priait pas comme il faut, et il se recevait une claque en plein visage, il est sûr et certain que l'enfant, il va créer un conditionnement, Torah égale punition, Torah égale rasra, dès que je peux partir, je m'en vais. Et c'est malheureusement ce qui se passe quand des enfants, ils ont mal vécu les choses. Et c'est pareil l'ambiance de la maison. Si à la maison, maman, elle crie toujours, elle est toujours insatisfaite, et papa, il est toujours fâché, sauf qu'il peut. Dès que j'ai l'âge, je me sauve et je vais avec des copains et des copines. Mais si je suis bien à la maison, pourquoi tu veux que je parte? Donc, privilégier une ambiance chaleureuse à la maison. Et je vais vous donner des chiffres. À la maison, ça doit être maximum 80-20. 80% du temps, c'est la musique, c'est la simcha, c'est la darka, c'est tout ce que vous voulez. Et 20% du temps, ou même 15% du temps, c'est, oui, faire du moussard, dire les choses quand ça ne va pas, et on va voir comment les dire, reprendre un enfant, ou reprendre une situation qui ne va pas. Mais en vérité, c'est 80-20 ou 90-10.
c'est écrit que Smol Docha Yamin Karevet. Pourquoi c'est écrit que la gauche elle repousse et que la droite elle rapproche? Parce que la droite c'est la main forte, la gauche est la main faible. Yadke. C'est pour nous dire que la force, ça doit être dans la chesed. La force, ça doit être dans la bonne ambiance. Donc, on ne doit pas seulement faire en sorte qu'à la maison, ça soit pas rasra. Il faut qu'à la maison, ça soit simcha. Mettre de la musique, je vous assure. Mettez de la musique à la maison, quand les enfants y rentrent à la maison. Ou quand le soir, il y a une ambiance comme ça, un peu de musique. Parler, rigoler, s'amuser. Une ambiance chaleureuse. Ça va toujours. Ça veut dire, quelque part, comprenez que ce sur quoi on focalise, on le développe. Quand on va se focaliser sur la itraïvout, sur le fait de se dire, il faut qu'il y ait une bonne ambiance. Vous avez vu? Parfois, vous allez être chez des gens, je même de votre famille, et que ça se crie dessus, ça s'énerve, il y a de la tension. On n'a pas envie de rester. Mais par contre, vous allez chez des gens où c'est joyeux, c'est agréable, c'est chaleureux. On a envie de rester. Imaginez-vous une personne qui ne se rend pas compte. Bon, là, c'est Shambait, c'est pas Chinour. Mais imaginez-vous qu'à chaque fois que vous rencontrez une tante, elle vous fait des reproches. Ou un oncle, ou quelqu'un que vous rencontrez, à chaque fois, il fait des reproches. Et c'est une fois, vous allez le voir à 30 mètres. Et lui, il ne vous a pas vu, vous l'avez vu. Et vous changez de trottoir. Vous n'avez pas envie de le voir. Imaginez-vous que vos enfants, ils vous voient comme ça. Qu'à chaque fois que vous les voyez, c'est pour leur faire des reproches. C'est pour leur dire, t'as pas rangé ta chambre, t'as pas fait tes devoirs, t'as pas fait ça. Ou t'as fait ça, pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi t'as pas rangé ça. Bien sûr que ça doit exister tout ça. Mais à condition que le reste existe à 80% et que ce soit que 20%. Il y a une étude qui a été faite en sociologie. Ils disent que une des raisons pour lesquelles les Français moyens font beaucoup moins d'études que par exemple d'autres pays en Europe, c'est parce que dans des classes en France, ils ont évalué qu'il y a environ 8 reproches pour un compliment. Qu'est-ce que vous voulez que l'enfant il arrive à construire de l'estime de soi quand il se reprend en moyenne 8 reproches pour un compliment? Vous imaginez? Vous avez vu? C'est quand la dernière fois que vous avez fait des compliments à votre mari? C'est quand la dernière fois que vous avez fait des compliments à votre femme? Et c'est quand la dernière fois que vous avez fait des reproches? Et si on devait calculer sur 7 jours, dans les 7 derniers jours, et amusez-vous à le faire pour les 7 prochains jours. Amusez-vous, petit exercice. Je vais voir combien j'ai fait de compliments et combien j'ai fait de critiques. Sachez que faire un vrai compliment, ça donne beaucoup plus envie de s'améliorer que de faire une critique. Même si la critique, elle va être exprimée comme je vais vous le dire. Parce qu'il y a une façon de dire une critique. Quelque chose qui nous gêne. Mais si on favorise le compliment, si on favorise le positif, si on se focalise sur le positif, on va donner envie à l'autre d'être encore meilleur, de développer encore ce positif. C'est pour ça que je vous dis, c'est hyper, ultra important, même quand ça ne va pas ou que c'est difficile, d'essayer de se rappeler tout ce qui va. De voir ce qu'on appelle dans la globalité, de voir dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Il y a une personne qui m'a dit, ouais, ma femme, il y a tel et tel et tel et tel problème. Et je ne peux plus. Tu retournes. Rappelle-toi tout ce que ta femme elle a fait pour toi ces 10 dernières années ou 5 dernières années. Rappelle-toi de tous tes moments de kiff. En quelques secondes, comme il a concentré son attention sur d'autres choses que sur le point noir, mais il avait tout le reste. Et après le point noir, il avait une autre place. Vous savez, il y a un professeur qui a donné à ses élèves une feuille A4. Et sur cette feuille A4, il y avait un point noir au milieu. Il y avait un point noir au milieu d'une feuille A4 blanche. Et il a distribué cette feuille à tous les élèves. Puis il a dit aux élèves, décrivez-moi ce qu'il y a sur la feuille. Ils ont tous dit, il y a un point noir. Il a dit, il y avait 98% de la feuille qui était blanche et vous avez vu que le point noir. Pourquoi il n'y a pas un élève qui m'a dit, il y a 98% de la feuille qui est blanche et un point noir? Parce qu'on s'arrête sur le point noir. Et c'est pareil dans le couple. On s'arrête sur tous les points noirs. Et pourquoi on ne verbaliserait pas? Vous savez ce que c'est que verbaliser? C'est amplifier. Ce qu'on appelle dans la Chassidut Malchut. C'est le développement. Quand tu dis un mot positif sur quelqu'un, et forcément tu le touches. Et forcément tu amplifies. C'est ce qu'on appelle en hébreu du idoud. Quand un enfant on fait de idoud, de l'encouragement, eh bien c'est milachon od, qui veut dire encore. Donc quand tu vas encourager quelqu'un, quand tu vas aller spécifier sa particularité, sa qualité, mais ça va tout changer. Une femme s'est plainte au rabbi de son mari. Elle a dit, j'en peux plus de mon mari. Le rabbi lui a dit, certainement vous faites trop de moussard sur votre mari. Vous avez utilisé l'école du moussard, ça veut dire de la morale. À partir de maintenant, essayez d'utiliser la méthode de la chassidoute qui a plus tendance à focaliser sur les qualités que sur les défauts. Et quand vous allez focaliser sur la qualité, vous allez voir que tout va changer. Ça ne veut pas dire qu'on ne dira pas le défaut. Ça ne veut pas dire qu'on va jouer la politique de l'autruche et se manger l'autre avec tous ses défauts. Mais franchement, moi je suis prof tous les matins. Tous les matins, en tfila, j'ai 60 élèves, 70 élèves en tfila. Et après, j'ai des terminales.
Mais je sais que si le matin je viens, je leur mets la main sur l'épaule, je leur fais un sourire, je leur dis comment tu vas. Et je leur fais des compliments. Tu vois, ou tu pries bien aujourd'hui. Un il ne voulait pas prier Khazan, je l'ai forcé un peu à être Khazan. Et je dis, pshh, quand la kavod, tu t'es dépassé, tu as bien pris, etc. Mais demain, je vais l'attraper parce qu'il a parlé pendant un Kaddish. Et je vais lui dire, tu sais, je vais faire attention à comment je lui dis. Mais tu sais, il faut faire très attention pendant le Kaddish. Mais il va être super à l'écoute. Il va être super à l'écoute. Une personne qui vous fait fréquemment des compliments, il va vous dire quelque chose qui ne va pas, vous allez avoir envie de ce qu'il va vous dire. Mais une personne qui en constant fait des critiques, ou très fréquemment, on n'est même plus à l'écoute de la critique. On ne peut même plus l'encaisser, on ne le regarde même plus. C'est impossible. Donc vous comprenez bien ce sur quoi je suis en train d'insister. Je suis en train d'insister sur le fait qu'on a tendance à toujours dire ce qui ne va pas, mais on a tendance à ne pas dire ce qui va. Vous comprenez? Et ça, c'est pas que dans, et ça, c'est pas que dans le couple. Et ça, c'est pas que dans le chinour. Je crois que c'est mon fils un jour qui est revenu avec un carnet de notes. Et c'était un bon carnet de notes. Et je dis, ah ouais, c'est bien, quand la cavode et tout. Il me dit, mais pourquoi tu ne me félicites pas à la hauteur de ce que tu es fâché quand j'ai pas des bonnes notes? Il avait 9 ans, 8 ans, j'étais entièrement raison. J'ai dit, t'as raison, il faut que je te fasse la fête. Il ne faut pas juste que je te dise, ah ouais, Khazak, c'est bien, tu as des bons résultats. Pourquoi on n'exagérerait pas le tov? Et si je vous disais que c'est nous qui focalisons trop sur le mal, et qu'en focalisant sur le mal, on le fait vivre ce mal. Et dans notre tête, on vit avec ce mal, parce qu'en vérité, on développe ce sur quoi on se focalise. C'est ce que travaille beaucoup dessus la PNL, la programmation neurolinguistique. Je pourrais vous faire ce petit exercice, mais bon. Je vous dis un exercice comme ça, et vous dit, regardez une couleur, par exemple, regardez le bleu, et alors cherchez le bleu partout. Et puis vous cherchez le bleu partout. Et puis après on vous dit fermez les yeux, dites-moi ce que vous avez vu de rouge. Ah, j'ai pas vu tellement de rouge, vous cherchez le bleu. Après on vous dit ouvrez les yeux et cherchez le rouge. Et puis une fois que vous avez cherché le rouge, on vous dit allez fermez les yeux. Combien de choses n'étaient pas vraiment rouges? Bordeaux, comme les chaises par exemple. Mais votre esprit a dit on les rend rouges. Parce que c'est proche du rouge. Pas dire, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'en fonction de ce qu'on cherche, ce qu'on appelle le système, un système dans l'esprit, réticulé activateur, qui a comme un logiciel, un programme, comme un Google, un moteur de recherche, qui va trouver ce qu'il cherche. On trouve ce qu'on cherche. Avant d'acheter ma voiture, c'était une Peugeot, et je voyais des Peugeot dans la rue. Parce que ça m'intéressait de les voir à quoi allait ressembler ma voiture et quelle couleur j'allais choisir. Une fois que j'ai choisi ma voiture et que je l'ai achetée, je ne regardais même plus les voitures dans la rue. Je ne regardais plus les Peugeot. Parce qu'en vérité, ton esprit, il s'arrête sur ce que tu cherches. Parce que vous comprenez. Et après, il le développe. Il l'amplifie. Donc on a un système dans la tête qui est amplificateur. Et vous voyez bien, il y a un problème qui vous prend la tête, mais après il y a un autre problème qui arrive qui est plus important, celui qui tout à l'heure il vous prenait toute la tête, il ne prend plus du tout la tête celui-là. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Vous avez une bonne nouvelle. Si Simcha de votre soeur, mariage, et vous attrapez un PV le matin, vous ne regardez même pas le PV. Il ne vous dérange même pas, parce que c'est la place que vous lui donnez qui compte dans votre vie. Ce n'est pas tellement ce qu'il aime dans l'absolu. Est-ce que vous comprenez? Donc si on commence à donner de la place au Tov, si on commence à donner la véritable place au Tov, en l'exprimant, en la verbalisant, en la regardant, en s'y arrêtant, on va l'apprécier beaucoup plus. Et on va en profiter beaucoup plus. Et l'autre va se sentir beaucoup plus apprécié, beaucoup plus aimé. Alors bien sûr qu'après, quand on va lui dire quelque chose qui ne va pas, ce sera beaucoup plus mécabel. Elle sera beaucoup plus écoutée. Mais parce que n'oublions pas qu'on a une tendance à regarder que ce qui ne va pas. On a une tendance à regarder l'imperfection. Et on doit modifier cette tendance. On doit travailler sur la argasha chiyuvit et tova de ce qu'on a. Ça, il y a un mot qui est très fort, qui nous dit que la normalité, elle tue la conscience de la valeur de ce que l'on a. Je répète, la normalité, ce mot normal, ça devient normal. Comme je parle à mes élèves, je leur dis, vous savez, vos parents, ils payent 400 € par mois, et puis qui vous payent les baskets, et les t-shirts, et les manteaux, Ouais, mais c'est normal, ça. Comment c'est horrible, la normalité. Mais c'est normal que je me lève le matin et que je marche. C'est normal que mes yeux s'ouvrent le matin. C'est normal que je vois. Mais tu te rends pas compte que quand tu dis le mot normal, tu disqualifies et tu atrophies complètement l'appréciation et la valeur de ce que tu as. Pourquoi tous les matins les Khamis nous demandent de faire Poker Ivrim, Atirasurim, Zokef Kefufim? Poker Ivrim, ils donnent la vie aux aveugles. Tu aurais dû être aveugle ce matin. Bonne nouvelle, t'es voyant. C'est une personne qui est dans ma communauté, il est sorti de chez l'ophtalmo et il n'arrivait plus, il commençait à ne plus voir. L'ophtalmo, il a dû faire très très attention, il y a peut-être chez Mishmor, etc., etc.
Quand il a fait les bdicotes, les vérifications et que tout allait bien grâce à Dieu, il m'a dit, mais ça vaut des milliards. J'ai connu une femme qui, depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 38 ans, je crois, ne voyait pas. Elle a eu des greffes à la tore de l'œil. Elle m'a appelé le jour où elle a vu, elle pleurait. Elle me dit, Youssef, je vois. C'est la première fois de ma vie que je vois mon enfant et que je vois mon mari. Mais tu sais ce que ça vaut de voir? Mais nous, on n'apprécie pas tous les matins de voir et de marcher. Parce que ça rentre dans la normalité, parce qu'on ne s'arrête pas dessus. Parce que le seul moyen de combattre la valeur, la dévalorisation qui vient par la normalité, c'est de prendre conscience de la valeur de tout ce qu'on a. Donc tous les matins, la Khamim nous dit, oui, tout doucement, tu vas dire, Okar Ivrim, Atira Sourim, Zokef Kifoufim. Non mais tu te rends compte, non mais tu réalises. Et avant chaque bracha, tu vas dire, non mais tu réalises ce que tu vois. J'en parlais avec mes enfants la dernière fois, c'était un Shabbat matin. En faisant les brachot tout doucement, Shabbat, on a plus de temps. On a sorti de la maison et à 300 mètres, on a vu des personnes avec 2-3 personnes avec des cannes blanches. Et j'ai arrêté mes enfants. J'ai regardé. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Vous avez vu la Tova? Alors là, je vous dis de le vivre aussi dans son couple. De vivre aussi la Tova de tout ce qu'on peut avoir de positif et de concentrer son attention sur le positif. C'est pour ça que je vous dis 80-20. Vous allez voir que quand vous allez vous attarder sur le positif de l'autre, le négatif va beaucoup moins vous déranger. J'ai pas dit qu'il ne le dérangerait plus, je dis qu'il va beaucoup moins déranger. Et quand il dérange beaucoup moins, on a beaucoup moins d'agressivité, comme on dit la chose. On a beaucoup moins d'animosité, on a beaucoup plus d'empathie et beaucoup plus d'envie d'aider l'autre. Parce qu'on se rappelle de tout le bien. Parce que s'il y a une personne qui t'a aidé quand tu galérais, qui a toujours été là pour toi, et qui une fois il te fait un petit coup, ben c'est pas la même chose que si tu as oublié tout ce qu'il a fait pour toi et que tu te rappelles que du petit coup. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est très très important de formater son mental dans la positivité. C'est pour ça que je vous dis 80-20 ou 90-10. Après oui, quand il faut arranger, il faut arranger. Et là je finirai avec ça. Comment réussir à verbaliser quelque chose, ou comment exprimer quelque chose, puisqu'on a dit qu'il ne fallait pas garder pour soi. Comment exprimer quand ça ne va pas? Comment exprimer quand il y a un problème? Alors une fois que j'ai fait le 80-20 ou que j'ai fait le 90-10, que ce soit à la maison, dans l'ambiance à la maison avec la famille, que ce soit avec ma femme, ou que ce soit même avec moi-même, parce qu'en vérité tu te comportes avec l'autre comme tu te comportes avec toi-même. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne sais pas t'aimer toi-même. Il est clair et net. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Je ne parle pas d'un amour narcissique. Je parle d'un amour de respect de soi-même. C'est ce que le rabbi précédent disait un jour. Il disait Vaftal Hakamora, c'est pas tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est que tu aimeras l'autre comme tu t'aimes toi-même. Ça veut dire tu aimeras l'autre comme tu t'aimes toi-même. Ça veut dire que tu ne peux pas aimer l'autre autrement que comme tu t'aimes toi-même. Si tu t'aimes pas toi, comment tu peux aimer l'autre? Et d'ailleurs, vous savez, les gens qui critiquent toujours les autres, c'est des gens qui ont des vies qui ne sont pas heureuses. Des gens qui apprennent à faire attention, à avoir des vies qui sont bonnes, où ils font attention à eux, et bien ils vont voir le bien. Ça me rappelle un ami qui habite comme ça en Israël. Et puis, avant de lui demander comment ça va la Parnassa, quand je parle avec lui, quand il critique, parce qu'il habite à la Tania, quand il critique tout la Tania, je sais que je lui dis, ça va pas ta Parnassa, toi. Et c'est toujours comme ça. Et quand il me dit, non, mais c'est super, on fait des activités à la choule, on fait ça, ah, ça va mieux la Parnassa, il me dit, ah ouais, ça va super bien. Il ne se rend même pas compte qu'il voit le monde avec ses yeux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il voit le monde avec ses yeux. Et c'est comme ça qu'on est, nous aussi. Donc quand on fait oui, attention à nous aussi, alors on a beaucoup plus de force pour faire attention aux autres et de voir les autres positivement. Alors pour finir sur ce dernier mois, parce qu'il est 22h05, on a commencé à 10, il y a 5 minutes. Le dernier point que j'aborderai, c'est comment aborder quelque chose qui me fait mal. Comment aborder lorsque j'ai un besoin qui n'est pas nourri. Puisqu'en réalité, alors peut-être qu'on en reparlera un autre jour, mais toute la relation du couple n'est basée que sur les nourrissements des besoins émotionnels. Un couple, ça se base sur l'émotionnel et pas sur le rationnel. C'est pour ça que quand on parle de communication, surtout au sein d'un couple, je vais vous donner une définition de la communication qui me paraît être une bonne définition, peut-être pas la définition, mais une bonne. C'est que la communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour le répondre. Et ce, de façon émotionnelle et non rationnelle. Je répète, la communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour lui répondre. Vous savez comment c'est dur ça? D'écouter quelqu'un que pour le comprendre et pas pour lui répondre. Très fréquemment, quand quelqu'un il te parle, à quoi tu penses? À la réponse dans la tête, même si tu ne coupes pas la parole. Tu es en train de préparer la réponse. C'est-à-dire que l'autre, il n'existe pas. Alors, vous savez ce que c'est que le kavod en hébreu? Ça vient de quel mot kavod? De mechabed, qui veut dire balayer. Qu'est-ce que c'est le kavod? C'est de faire de la place. Oh, il m'a fait un kavod. Ça veut dire quoi? Il a tout arrêté à faire ses centres, il m'a recueilli à la maison, il m'a donné un café, il m'a donné de la chashivut, il m'a donné de la place. Kavod, ça vient du mot mechabed, qui veut dire balayer. Vous savez ce que c'est de balayer? C'est balayer à l'intérieur de soi, donner de la place à l'autre. C'est très dur. Quand j'ai quelque chose à dire, quand j'ai mon avis sur ce qu'il dit, c'est très dur de me retirer. C'est très dur de passer un coup de balai dans ma tête, faire de la place à l'autre. La communication, c'est pas d'échanger. La communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre
et uniquement pour le comprendre, et pas pour lui répondre. Je ne pense même pas à la réponse. Et je ne m'arrête pas là. C'est d'abord pour le comprendre, évidemment, mais surtout, émotionnellement, et non pas rationnellement. Non, j'ai raison, t'as tort, on s'en fout. Même si elle a menti. Parce qu'elle a utilisé le mensonge, parce qu'elle avait une émotion qui était réelle, elle n'arrivait pas à trouver comment légitimer son émotion. Et ça, c'est pour un homme ou pour une femme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, c'est pas vrai. Ça s'est pas passé comme ça. On s'en fiche. C'est pas important comment c'est passé. Ce qui est important, c'est l'émotion qu'il y a maintenant. Que je dois valider de façon inconditionnelle. Valider une émotion, ça ne veut pas dire accepter de façon inconditionnelle la demande. Vous comprenez ce que je veux dire? Puisque je ne suis pas bien, alors on va faire je ne sais pas quoi. Ah non. Puisque je ne suis pas bien, fais-moi un câlin, mais on est nida. Ah non. Ça, j'entends ton besoin et on va trouver une solution, mais je n'utilise pas n'importe quelle stratégie. C'est pas parce que je dis oui au besoin que je dis oui à la demande. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je peux comprendre, mon fils il a besoin d'aller avec moi au jardin d'acclimatation, mais je ne peux pas y aller. Mais je dois d'abord entendre sa demande. Je dois d'abord entendre ce qu'il ressent. Je dois d'abord me dire, j'entends ce que tu dis, et véritablement j'entends, ça veut dire quoi? Ça veut dire je me connecte avec ton besoin émotionnel. Après je te dis non, sur ce, c'est pas à toi que je dis non, c'est à ton besoin, c'est à ta demande que je dis non. Mais à ton besoin, je dis oui, viens, on trouve une autre façon de nourrir ton besoin. Je ne peux pas aller au jardin d'acclimatation, mais je peux aller au jardin à côté de la maison, ça te va? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire prendre en charge le besoin émotionnel de l'autre. Quand je t'écoute, je ne suis pas en train de me demander ce que je vais te répondre. Quand je t'écoute, je suis en train de me demander qu'est-ce que tu as besoin maintenant. Est-ce que vous comprenez c'est quoi l'esprit d'équipe? L'esprit d'équipe, c'est que je pense à l'autre. Pour l'autre. Je ne pense pas à l'autre pour moi. La communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre. Pour le comprendre. Uniquement pour le comprendre. Et pas pour lui répondre. Et ce de façon émotionnelle. Je veux me connecter avec ton émotion. Il y avait une histoire avec un rabbi qui s'appelait Tzemar Tzedek. Un jour, on a fait boire beaucoup d'alcool à son secrétaire. Et puis on a dit à son secrétaire, allez, raconte-nous un scoop sur le rabbi. Il n'a pas le droit de parler, mais il a parlé. Il a dit, le rabbi s'est changé 12 fois de vêtements aujourd'hui. Alors les rabbins, ouais, 12 fois de vêtements, c'est chaud, il n'y a pas eu de... C'est un rabbi, c'est pas un... Je sais pas quoi, c'est pas un défilé de mode. 12 fois de vêtements. Et il y a un chassid un peu farfelu qui est parti voir le Tzemar Tzedek, il n'aurait pas dû, il a été le voir, il lui a dit, c'est vrai que vous êtes changé 12 fois de vêtements aujourd'hui? Alors Tzemar Tzedek, il lui a dit, d'où t'as eu l'information? Il a dit, c'est votre secrétaire qui a... Il a dit lui qu'il est licencié déjà, parce qu'il avait ordre de ne pas parler. Et puis oui, c'est vrai. Il a dit, je peux vous demander pourquoi? Il a dit, parce que j'ai reçu dans mon bureau aujourd'hui 6 personnes. Il a dit, quel rapport? Il a dit, lorsqu'une personne vient dans mon bureau et qu'elle me parle de son problème, je ne peux pas l'aider si son problème ne devient pas mon problème. Et c'est tellement dur de faire du problème de l'autre son problème que ça nécessite une telle transpiration que je dois changer de vêtements. Vous imaginez que ça veut dire? C'est Marcellais qui changeait de vêtements tellement il avait transpiré pour rentrer dans le problème de l'autre. Que son problème à l'autre, ça devenait son problème à lui. Alors il lui a dit, c'est très beau, mais pourquoi 12? Il a dit, parce qu'une fois que tu es rentré dans le problème de l'autre, si toi tu ne sors pas de son problème, tu ne pourras pas l'aider à s'en sortir. Un prisonnier ne se libère pas lui-même. Donc après, il faut que je crée de la distance avec son problème pour pouvoir l'aider à sortir du problème. C'est ça la communication. La communication, c'est rentrer en contact avec les émotions, les sentiments et le besoin de l'autre, sans pour autant obligatoirement répondre à sa demande. Est-ce que vous comprenez que c'est très différent, la demande et le besoin? Je peux très bien écouter ton besoin, mais je peux ne pas pouvoir nourrir ta demande. Et quand un enfant, je lui dis non, je ne peux pas, c'est pas à toi que je dis non, c'est à ta demande que je ne peux pas. Mais à ton besoin, je dis oui. Et vous allez voir que c'est très différent quand un enfant il entend ça. Quand un enfant il entend oui, je t'aime. Et oui, j'aimerais te donner ce que tu me demandes, mais je ne peux pas te le donner. Est-ce qu'on peut chercher un autre moyen de nourrir ce besoin? C'est exactement pareil dans un couple. Ma femme, ce que tu me demandes, je l'entends. Et j'entends ton besoin. Mais tel que tu me demandes de le nourrir maintenant, je ne peux pas. Est-ce qu'on peut trouver une autre façon qui me respecte à moi aussi? Parce qu'on est aussi dans le « et ». On est dans le « et » aussi. Parce que ce que tu me demandes ne me respecte pas. Tu veux qu'on aille chez tes parents, c'est la 12e fois. Alors que moi, on n'a pas été chez mes parents. C'est quelque chose qui ne me respecte pas, tu comprends? Que j'existe aussi. On doit être dans le « et ». Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Vous comprenez que c'est un état d'esprit, véritablement, le couple? C'est un état d'esprit qui va nous faire sortir de son ego. C'est un état d'esprit qui nous fait vivre à deux. Veillou les bassar echat, vraiment. Alors quand on doit faire une remarque, il est 11, quand on doit faire une remarque, quand on doit faire une critique, évitez de parler de l'autre, parlez de vous. Évitez de parler de l'autre quand tu. C'est toujours la même chose avec toi. Je tue. Quand on passe de la première à la deuxième personne du singulier, on tue la relation. Je tue. Je tue la relation. Je reste au je et pas au tu. Je parle de ce que je ressens. Je décris la situation. Tu sais, il s'est passé ça devant les enfants, tu m'as dit ça. Pour l'instant, je ne suis pas dans le jugement.
Je suis simplement dans l'observation. Je te dis ce qui s'est passé. Ben, sache que j'ai eu de la peine. Sache que je ne me suis pas senti respecté. Sache que j'avais besoin que... Connectez-vous avec votre besoin. Ne parlez jamais de l'autre. Parlez de vous à l'autre. Dites ce que vous avez besoin. Et laissez l'autre faire sa propre réflexion. Vous allez voir que ça change tout. Une personne, lorsque vous l'attaquez, elle se ferme immédiatement. Il y a des choses qui coupent complètement la relation. Le jugement, la critique, l'évaluation. Ce sont des systèmes qui empêchent l'autre de répondre à votre demande. Parce que vous l'avez attaqué. Et la nature de l'homme, c'est que lorsqu'on l'attaque, il se met en mode survie. Et toi, tu t'es pas vu? Et toi, tu m'as pas fait ça? Et toi, il n'y a pas eu ça? Et après, on se retrouve en CE2, cours de récréation, qui a commencé. Qui a dit le pire? Mais c'est ça. Parce que c'est l'enfant qui est en nous. C'est ce qu'on appelle les midotes. C'est les enfants qui sont touchés. C'est l'émotion qui est touchée. C'est plus les mochines, c'est plus le cerveau, c'est plus l'adulte. C'est les enfants qui sont touchés. Donc c'est une bagarre d'enfants. Et les enfants, ils peuvent rigoler. Ah ouais, tu te bats comme nous à l'école. Qui a commencé? C'est toi. Non, c'est toi qui as dit sur ta mère, toi ton père, et toi ton... C'est la même chose. C'est nos émotions qui parlent. L'idée, c'est quoi? C'est quand on est adulte, on sait prendre la responsabilité de nos émotions. Un enfant, pourquoi il parle de l'autre? Parce qu'il n'arrive pas à prendre la responsabilité de son émotion et de son besoin. Un adulte, il parle de la responsabilité de son émotion et de son besoin. Peut-être un autre homme, ça ne l'aurait pas vexé quand tu as rigolé devant tout le monde, parce que j'ai dit un truc faux et que tout le monde a rigolé, que toi aussi tu as rigolé. Tu t'es moqué de moi, je suis grave époux, j'avais de la peine. Je peux vous dire que ça va avoir un effet 1000 fois plus fort sur la femme quand vous allez lui dire ça, ou sur l'homme, quand vous dire, t'as vu comment tu veux parler? Mais pourquoi tu me prends? Mais c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. C'est fini. Ne parlez pas de l'autre. Parlez de ce que vous ressentez. Et là, vous allez offrir à l'autre le cadeau de réparer ce qu'il a mal fait. Tu sais, quand tu m'as dit que tu allais arriver à 8h, et qu'il est 10h, et que tu es arrivé à 10h, alors que c'est le mariage de ma cousine, etc., eh ben, j'ai eu le sentiment que je comptais pas, que j'avais pas de valeur. Et l'autre, il va fondre. Et celui, t'as vu à quelle heure il est? Mais tu te fous de qui, là? Mais pour qui tu me prends? Mais il va vous dire, aide-moi, la dernière fois, là, quand j'étais mon copain, t'as pas eu de problème avec ça, hein? Ah ouais, c'est quand tu veux. Mais c'est fini. Ça tue une relation de parler de l'autre. Ne parlez pas de l'autre, parlez de vous à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Je vais parler de mon sentiment, je vais parler de ce que je vis à l'intérieur. Mais ça, c'est une langue qu'il faut apprendre. C'est comme de l'anglais, de l'allemand, c'est la langue émotionnelle. On n'a pas appris. On nous a appris à parler intellectuellement, mais pas émotionnellement. Quand on nous apprend à parler émotionnellement, quand on nous apprend à parler de nous, alors on évite beaucoup d'écueils. On évite beaucoup de conflits. On évite beaucoup d'agressivité. Parce qu'on n'est pas là pour attaquer l'autre. On est là pour offrir à l'autre le moyen de nourrir le besoin qui est à l'intérieur de nous. À la prochaine fois, si Dieu veut qu'on travaille sur notre Shalom Bayit et qu'on arrive grâce à ça à amener la Géoula, une petite vache lema, parce que n'oubliez pas que toute chose, elle est là pour qu'on amène la Géoula. Donc, merci Hachem, c'est vrai que juste ce petit écoutage, parce que je voulais en parler, on avait parlé de ça ensemble. Il faut comprendre que parfois la femme, elle se sent un peu en difficulté quand elle est à la maison, le manger, le travail, les enfants, tout ça. Rabbi dit attention, la femme a le rôle du Kohen. Vous savez ce qu'il faisait le Kohen au Beth Amikdash? Toute la journée, il coupait la viande. Il dépeçait la viande. Il faisait le balai, Trumatadeshen. Rabbi dit, Dieu il a donné aux femmes le taf qui est du Kohen. Que la maison c'est Beth Amikdash, et c'est elle qui fait tout ça. Donc ça dépend encore une fois comment on va voir la chose. Maintenant, il faut comprendre que oui, le mari doit aider la femme. Et oui, le mari doit rentrer à la maison. Et il doit aider la femme quand c'est difficile, etc. En même temps, la femme, elle doit comprendre que tout se fait à deux. Quand le mari va à la choule, quand le mari va au shiurim, il va se pénétrer d'un roar. Et ce roar, c'est pas le mari qui va à la choule. C'est toute la famille qui va à la choule. C'est toute la famille qui va se pénétrer de ce roar. C'est toute la famille qui va bénéficier de cet état d'esprit, de ce qu'il a appris, de ce qu'il va vivre. Et vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand la femme, elle fait à manger, c'est pas la femme qui va manger, c'est on fait à manger. Mais c'est comment on appelle ça, l'ambassadrice. Et quand je vais à la choule, c'est toute la famille qui va à la choule. Mais c'est moi l'ambassadeur. Mon ambassadeur, c'est l'extérieur. Et toi, l'ambassadrice, c'est l'intérieur. Mais à nous deux, ça va être exceptionnel. Donc, à nous de savoir prendre notre place et de faire bien ce qu'on sait faire dans notre rôle, en même temps de savoir être la roue de secours. Mais de mettre les choses à leur place pour que, merci Hachem, eh bien, on puisse apporter le meilleur à celui de poche, pour que nos enfants ils en bénéficient le plus possible et que ça soit toujours Inve à Geffen, Vinve à Geffen. Comme un mariage, on dit que ton mariage soit Inve à Geffen. Pourquoi Inve à Geffen? Pourquoi on souhaite que ce soit comme du Geffen? Parce qu'on dit, on espère que c'est le Geffen, le raisin. Quand est-ce qu'on le mange? Quand on n'a plus faim. À la fin du repas que pour le kiff. Alors on souhaite au Khatan Kala, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, si Dieu veut, vous puissiez rentrer à la maison tous les soirs que par kiff, pas par obligation. Que ce soit vraiment comme du Geffen.
Et pourquoi le Geffen, pourquoi le raisin n'est pas un autre fruit? Parce que du Geffen, c'est du vin. Et le vin, plus ça vieillit, plus ça se bonifie. Alors on souhaite au Khatan Kala que plus leur mariage il va avancer, et plus ça va être comme du vin, ça va se bonifier. Hatzlacha Rabba. Les rapports de Nishmat, les hommes en bas. Chazak. C'est un peu pour les hommes aussi. Allez, il va. Les femmes restent à manger. Il y a elle, Gisèle, Batsara. Il y a elle et Gisèle, Batsara. Faites des paroles dans le dessin. Comment il faut contribuer à tes moments? Allez, les parents, les parents. Dieu veut. Non, je fais ça.